Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis aujourd'hui avec Aurélien Magnan. Aurélien, tu es cofondateur et directeur associé de l'agence Elevate. Oui, C'est enchanté. bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être tu peux nous dire un petit mot sur l'agence Elevate? Ouais, en deux mots, l'agence Elevate, c'est une agence spécialisée data qui aide les grandes marques à exploiter leurs données pour optimiser leur performance business. Donc on accompagne des grandes marques comme Chanel, Pernod Ricard, Société Générale, tous les secteurs d'activité, B2B, B2C, sur toutes les verticales, luxe, travel, banque, assurance, etc. Alors vous êtes 120, Ouais. c'est ça? Vous avez doublé en très peu de temps? On double chaque année, depuis le lancement il y a un peu Ok. plus de 5 ans. Et donc on est maintenant effectivement 120 consultants répartis sur toute la France, avec un bureau principal à Paris, mais aussi d'autres bureaux sur le territoire français. Alors en préparant l'émission, tu m'as dit, nous on a une culture people first, voilà, ou même une stratégie même de développement, Tout à avec fait. une conviction très forte, c'est que l'individu doit être au cœur, qui n'est pas un moyen mais qui est une finalité. Mm. Peut-être tu peux nous dire quelques mots justement sur ces convictions et comment vous l'appliquez concrètement chez Elevate? Ouais, complètement. Bah, ça, c'est vraiment le cœur du modèle, en effet. On est people first. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on est une société de conseil. On fournit un service à nos clients. Et quand le business model, c'est du service, bah, au fond, la valeur de l'entreprise, c'est quoi? C'est son équipe, puisque c'est ce qu'on commercialise auprès de nos clients, c'est le savoir-faire de l'équipe. Donc, si l'équipe est pas bonne, l'agence est pas bonne. Si l'équipe est bonne, l'agence est bonne. Et donc, quand on comprend ça, bah, on comprend que tout l'enjeu pour une société comme la nôtre, ça va être de constituer une équipe de qualité, heureuse, épanouie et donc engagée. Et donc ça suppose d'articuler toute la stratégie autour de l'équipe. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et c'est un facteur de différenciation, je dirais aussi, par rapport aux autres sociétés du service, puisque on va donc, du secteur du service, je veux dire, puisqu'on va chercher à trouver où sont les frictions dans l'expérience salariée pour les adresser et ainsi se démarquer. Alors termes de- elles sont où d'enjeux. justement les frictions que vous adressez dans cette expérience salariée? Bah, en fait, pour trouver les frictions, il faut écouter ce que demandent les salariés. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils veulent des parcours de carrière rapides, dynamiques, de la transparence sur les next steps carrière, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer au l'échelon d'après, de la mobilité horizontale comme verticale, une flexibilité entre le présentiel et le télétravail, un manager de qualité, puisque on le sait, on rejoint une entreprise, en général on quitte plutôt un manager. Donc qu'est-ce que c'est un manager de qualité? On pourra peut-être y revenir, mais Ouais. ça c'est un sujet. Et puis être accompagné sur la formation pour avoir ce sentiment d'apprentissage en continu et donc avoir les moyens en fait de sa réussite, tant en termes managériels donc que de formation. Ouais. Alors on va regarder les différents points, mais si on commence peut-être par cette particularité que vous avez, où tu me disais, donc nous les consultants, ils peuvent choisir leur mission Tout à fait, ouais. chez Elevate. Ouais. Comment ça se passe? Donc ils ont le droit de dire non, non, ça me va pas, ça me va pas, autant de fois qu'ils veulent, et puis Ouais. rester tranquille, ou à un moment quand même il y a une limite? Il y a une limite, clairement. Ouais. C'est clairement un sujet compliqué celui-là Ouais. pour un cabinet de conseil Ouais. parce Ouais. qu'on ne peut pas se permettre d'avoir l'effectif qui ne travaille pas pour nos clients. Donc on est quand même au service d'eux. Alors le sujet, comment on le gère? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une notion d'opt-in dans le démarrage d'une mission auprès d'un consultant. C'est-à-dire que lorsqu'on a des opportunités de mission, on va se rapprocher de nos consultants identifiés comme pertinents pour le projet. Et là, on va leur demander est-ce que la mission t'intéresse? C'est oui ou c'est non. Et on va affiner ensemble, comme ça, la sélection de missions. Souvent, on en a plusieurs à lui proposer. En gros, il y a deux cas de figure. Si on a plusieurs missions à proposer au consultant, eh ben, on se cale sur ses préférences. Si on n'a qu'une seule mission, on va quand même l'encourager à en rencontrer le client pour envisager le projet avant de décider, pour qu'il ait plus d'éléments pour arbitrer, c'est-à-dire le feeling avec le client, le feeling avec les outils, la nature de mission qu'il devra opérer, et ainsi de suite. Mais concrètement, ça nous amène à quoi? En fait, ça nous amène à faire le bon matching, parce qu'on s'assure d'avoir un consultant qui a dit oui pour la mission, qui ne la subit pas, et donc qui, in fine, est plus engagé dans son projet. Et ça se ressent après au quotidien dans l'opérationnel. Et du coup, vous pouvez influencer sur les missions proposées par les clients? Ouais. En fait, ça nous arrive assez souvent de recevoir un brief, une demande client, Ouais. dont on sent que ça va être complexe de répondre. Alors pour quelle raison? Parce qu'il y a 100% de présentiel et qu'aujourd'hui les salariés demandent un mix entre présentiel et distanciel. Parce que la mission est un peu 360 ou mouton à 5 pattes, il y a à la fois de la technique, à la fois du business, etc. Ou alors parce qu'on sent encore que l'entreprise se cherche sur le profil type attendu, senior mais en même temps très opérationnel, technique mais en même temps business, un peu de tout mais rien de très bien. Et donc on va aider à définir quels sont les besoins. Par exemple, souvent on finit par créer 2 postes ou demi-temps, ou bien à séquencer les sujets. Par exemple, les 6 premiers mois, ça sera une mission exclusivement technique, il faut collecter la donnée, et puis les 6 mois d'après, on l'analyse. Et là, on changera de personne. Et il y a un type de mission idéal pour les consultants, où il y a 120 consultants, 120 missions? C'est un peu ça en fait. Il y a quand même des patterns, Ouais. mais il n'y a pas une mission type préférée par rapport aux autres. Ça dépend vraiment des gens. On est vraiment sur un sujet humain. Et donc, il y a des humains qui aiment la technique, d'autres qui aiment le business, etc. C'est pareil pour les missions. Il faut donc écouter les consultants et faire ce travail de matching entre les besoins des clients et ceux de l'équipe
Après, un truc marrant, c'est que finalement la nature fait assez bien les choses, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sans essayer de trop sélectionner à l'entrée en processus de recrutement les consultants selon les missions, in fine on arrivait à matcher. Parce que le marché des talents, finalement, nous fournit des talents très sensibles au business, d'autres très sensibles à la technique, et donc on s'en sort assez bien avec un recrutement large et diversifié, pour ensuite avoir ce matching sur différents types de missions. Alors justement diversifié, j'étais étonné parce que vous êtes plutôt dans un milieu masculin, Ouais. et pour autant vous êtes une quasi-parité entre les hommes et les femmes. C'est vrai, ouais, tout à fait. C'est le cas? On est surpris aussi, ouais, on est vraiment 50-50. Comment vous faites? Écoute, je saurais pas vraiment donner une recette miracle. On se demande nous aussi comment l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que le marché de l'emploi nous fournit un marché déséquilibré où il y a plus d'hommes que de femmes. Ouais. Donc c'est curieux qu'on ait réussi à avoir cet équilibre. Dans l'histoire de l'entreprise, on n'a pas toujours été à 50-50. Ça fait à peu près un an qu'on a atteint ça et depuis c'est stable. Pour autant, on fait quand même des efforts, on est attentif au sujet. Par exemple, en communication extérieure, on s'assure d'avoir toujours une juste représentativité entre hommes et femmes. Donc, quand on fait une vidéo et que c'est un homme, on s'assure que dans la roadmap, dans les prochains mois, il y aura une femme. Pareil sur les fiches de poste, qu'on présente il ou elle. Et puis dans le top management, on a autant d'hommes que de femmes. Et ça, je pense que c'est assez sain. Ça crée un équilibre qui rassure peut-être les femmes dans l'entreprise, puisqu'elles voient qu'elles seront représentées là aussi et qu'elles auront des consoeurs. Et un autre point important dans le processus de recrutement, on fait souvent des binômes. C'est un processus en 3 étapes chez nous. Et à l'étape 2, qui est l'étape clé avec un test technique, c'est souvent un homme et une femme qui font passer le test au candidat. Là aussi, les retours de nos candidats, c'est chez vous, on sent qu'il y a de la diversité d'origine, hommes, femmes, et ainsi de suite, qu'ils ne retrouvent pas toujours ailleurs. Et je crois que du coup, donner cette image à l'extérieur rassure et attire des candidats de tous horizons, quoi. Alors je crois que vous avez même un Slack réservé aux femmes. Je l'ai découvert récemment. Oui. Ouais. N'y étant pas. Alors c'est difficile de te poser des questions parce que normalement tu es exclu de ce Slack. Oui, je dis toujours pas. Ouais, ouais. Donc je peux pas te demander ce qu'il y a dedans. Je peux deviner, mais parce que j'ai posé la question par curiosité forcément. Ouais. Mais effectivement, je l'ai découvert Et tu as eu récemment. le droit à avoir des réponses ou c'est quand même un territoire très très secret? Quelques réponses. D'accord. Mais il reste un peu de mystère et c'est très bien comme ça aussi. Mais non, les quelques réponses que j'ai eues, c'est des questions purement féminines, hygiène au travail, et ainsi de suite, coup de main entre copines. Et je trouve ça très bien. C'est une initiative personnelle qui vient des salariés entre elles. Ça montre, je trouve, cet état d'esprit qu'on a dans l'entreprise de je prends une initiative, j'ose, je teste, j'expérimente. Et quand je l'ai appris, j'étais ravi, quoi. Donc, à creuser. Ok. Discrètement alors. Voilà. Parce que, ok. Et, et sur la partie managériale, tu me disais, est-ce que c'est un métier, c'est une fonction? Comment tu apprends le métier ou la fonction de manager chez Elevate? Ouais, c'est une bonne question. C'est quand même un métier, ça s'improvise pas. Ouais. On a essayé au début, quand on a promu des consultants seniors à manager, de les lancer comme ça dans le grand bain. Ça marche, parfois pas. Et donc on a compris que ça s'accompagne, en fait, cette bascule vers le rôle de manager. Nous, comment on l'appréhende? Pour nous, un manager, il faut qu'il soit issu du métier. Nos managers, on les veut comme des coachs qui accompagnent les consultants. Il faut qu'il soit disponible pour ses équipes, et donc on limite le nombre de consultants sous un manager à entre 5 et 10, grand max. Et puis, on sait qu'il n'y a pas un manager, mais des managers, comme il n'y a pas un consultant, mais il y a des consultants. Et donc, on a essayé de designer le poste de manager un peu au contour de chaque personne. On a créé 4 jauges. Le rôle manager chez nous, c'est l'encadrement de personnes, 5 à 10, l'encadrement de projet, l'opération de projet en direct, donc un manager peut continuer d'opérer des projets chez les clients, je le dis parce que tous les cabinets de conseil ne proposent pas ça. Et puis un volet un peu développement commercial, satisfaction client. Et donc ces 4 jauges-là, on va les adapter selon les managers. Certains sont plus à l'aise sur le volet management, on va accentuer cette jauge et diminuer les autres. Certains plus à l'aise sur le volet commercial, c'est celle-ci sur laquelle on va mettre l'accent. Puis on a des managers un peu, je dirais, hybrides, qui sont à l'aise tant sur l'encadrement de consultants que sur le commercial et puis l'opération de projet. Donc on va faire un 33, 33, 33 ou un quart. Et puis ça peut changer au cours du temps. C'est-à-dire qu'un manager peut démarrer sur poste et puis monter en puissance progressivement. Ce qu'on constate, un manager qui démarre chez nous préfère démarrer avec autour de 3 consultants et puis progressivement monter à 5 à 10. Et les managers, je dirais en fin de cycle, qui s'apprêtent à devenir senior manager chez nous, accentuent le volet commercial. Ça, c'est le cas de figure classique, mais on a plein d'exceptions dans l'équipe. Et dernier point, je voulais aborder, vous avez une conviction assez forte qu'il ne faut pas donner de variables à tout le monde, puisque ça provoquerait un peu trop d'individualisme dans la culture de l'entreprise. Bon, pour autant, vous en laissez quand même au manager.
Quel est ton regard justement sur la prime individuelle? Ouais. En fait, nous, on aime bien accorder une prime individuelle quand on estime que c'est légitime, pertinent pour la personne. C'est-à-dire qu'on considère la prime comme un espèce de guide, un phare qui dit à la personne voilà où tu dois mettre l'effort pour réussir ta carrière. Et en tant que consultant, l'effort, faut le mettre où? L'effort, faut le mettre sur sa mission et sur le collectif parce que souvent les consultants travaillent ensemble. Et donc, on n'est pas à l'aise de créer une prime individuelle parce qu'on leur donnerait comme guide, focus sur toi, focus sur ta performance intrinsèque et individuelle, là où ils travaillent souvent en équipe. Donc, si on met une prime individuelle, comment je valorise le coup de main aux copains, le partage de ma veille, l'atelier retour d'expérience interne que j'ai animé la semaine dernière qui m'a pris 1 heure, etc. Et donc, pour favoriser ce partage de connaissances, la décentralisation de l'expertise par l'entraide, on crée une prime collective pour l'ensemble des salariés, donc dont les consultants. D'accord. Et puis à partir du rôle manager, où là, on a un volet commercial, on a une équipe sous gestion, etc., on introduit cette prime individuelle pour récompenser l'effort. Aurélien, merci beaucoup. On arrive au terme de la discussion. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis bonne journée à tout le monde. Bonne journée.